Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganagaraga, des gardiens des terres et des eaux, que nombreux parmi nous sont virtuellement réunis aujourd'hui. Je reconnais, en tant qu'enfant des colons immigrés, que je vis et je travaille sur ce territoire, en tant que personne noire dont les ancêtres ont été expulsés de leurs terres et réduits en esclavage. Je suis solidaire du peuple autochtone dans notre engagement collectif à mettre fin au racisme systémique et à obtenir la libération de nos peuples. Pour ceux qui sont non-voyants, je me décris. Je porte des lunettes, une blazer rose flash et je m'identifie en tant que femme noire. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Les Jeunes Noirs suivis en vertu de la LPG vers la LSPGA, trajectoire différentielle. J'ai commencé ce projet il y a 2 ans dans le cadre de mon postdoc financé par l'Institut universitaire Jeunes en difficulté sous la supervision de Sonia Elie et avec beaucoup d'aide de Marie-Noël, Jeannette, Sophie et Chantal, elle. En mi-chemin, j'ai obtenu un poste à l'Université de McGill, à l'École de travail social, et c'est là où je me trouve aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé à ce projet dans la dernière année et même plus ces derniers temps. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir partager les résultats avec vous et de vous entendre en tant qu'intervenant ou autre à l'égard des jeunes suivis en protection. Mes intérêts de recherche portent sur la surreprésentation des enfants noirs dans le système de protection de la jeunesse et ma thèse de doctorat a déterminé que les enfants noirs anglophones sont 5 fois plus probables que les enfants blancs anglophones de voir leur signalement retenu, envoyé au tribunal et d'être classés par le DPJ. Bien que ces chiffres soient plus élevés pour les enfants noirs anglophones, ces résultats ne sont pas nouveaux. Un certain nombre de chercheurs, notamment Sarah Dufour, Chantal Lavergne, ont documenté la situation des enfants noirs au sein de la protection de l'enfance. Malgré que nous disposons de plusieurs études concernant le point d'entrée, nous avons moins sur la manière dont ces enfants sortent du système de la protection de la jeunesse. En fait, on sait peu de ce qui se passe une fois le dossier est fermé par le DPJ. Ce projet tente d'alimenter nos connaissances en déterminant s'il y a une différence ou non selon la race concernant les jeunes qui commettent un crime en vertu de la LSPGA après avoir été pris en charge par le système de protection de l'enfance. Lorsqu'on parle de trajectoire, on fait référence à un glissement d'une situation de protection vers la délinquance juvénile sous forme d'une occurrence LGPA. La définition qu'on utilise, c'est la présence ou non d'un délit officiel, même avant qu'il soit jugé coupable ou non. La méthode qu'on a utilisée est une étude de cohorte prospective de type longitudinal qui suit dans le temps tous les enfants pour qui une application de mesure a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017. Ça nous a permis de suivre ces enfants pendant 10 ans. Cette période d'admissibilité est illustrée dans le diagramme ici, ci-dessus, par la lettre A. Pour qu'un usager puisse faire partie de notre cohorte, il ne doit pas avoir reçu des services AM en application de mesure sous la loi de la protection de la jeunesse avant cette période, ni avoir reçu des services en vertu de la loi, la LSGPA, avant ceux de LPG. Donc, on parle d'une première intervention à vie. Le risque d'une occurrence LSGPA n'est applicable que lorsque les jeunes ont 12 ans ou plus. Ainsi, les enfants doivent être âgés d'au moins 12 ans le 31 décembre 2017 pour faire partie de notre cohorte. Étant donné que nous cherchons à établir le risque d'occurrence en LSGPA après un suivi en LPG,
les jeunes qui reçoivent simultanément des services sous la LPG et sous la LSPGA, un chevauchement par exemple, ne sont pas inclus dans la cohorte. Ceci, la période d'observation, est illustrée par la lettre B. Les lignes que vous voyez sont en fait des flèches qui représentent les suivis en application de mesure et la pointe de la flèche est une fermeture. Le X en rouge est l'occurrence d'un délit en vertu de la LSPGA. Donc, notre échantillon final est de 7529 enfants sur l'île de Montréal. Notre échantillon n'inclut pas les enfants de la Première Nation, c'est important à noter. Je vous présente un peu les différentes compositions des catégories raciales pour que vous puissiez voir, entre autres, que la catégorie « autre » est vraiment pas homogène. Il comprend plusieurs groupes ethno-raciaux, tandis que pour les Blancs, la plupart sont des Québécois canadiens. Et pour les Noirs, on retrouve les Africains et les Antillais des Caraïbes. Je vais vous parler de quelques différences selon les données descriptives du suivi en application de mesure, du suivi LPG. Mais je ne veux pas non plus passer trop de temps parce qu'on sait déjà vraiment beaucoup de ces données. En fait, ça se retrouve déjà dans la littérature. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la type de maltraitance? Ça serait important de noter que les enfants blancs sont plus susceptibles que les enfants noirs et autres de recevoir des services en cas de troubles de comportement. En tant que des caractéristiques ou d'autres caractéristiques du suivi en application d'une mesure, nous savons que les enfants noirs ont tendance à entrer dans le système de protection plus jeune que les autres groupes d'enfants, qui sont plus susceptibles d'être placés, plus susceptibles d'être signalés par les professionnels, notamment les écoles, et plus susceptibles d'aller au tribunal. Pour moi, cela démontre une certaine surveillance accrue de ces familles noires et une réponse qui est plus sévère. En ce qui concerne le placement, on voit que les enfants noirs sont plus nombreux dans des ressources de type familial que dans des centres de réadaptation. Nous avons aussi différents indicateurs de durée suivi. On a des durées de suivi selon le type de placement, soit en centre de réadaptation à gauche, en milieu, en ressources de type familial. Puis on a un dernier indicateur sur la durée qui est le suivi en application de mesure à travers toutes les demandes de l'enfant. Donc, c'est sûr que pour faire partie de notre cohorte, on exige que l'application de mesure porte sur la première intervention à vie. Par contre, pour l'indicateur de durée AM, parce que nous suivons ces enfants de manière longitudinale tout au long de la période d'observation, s'ils sont assez jeunes, il est possible d'intervenir à nouveau, d'avoir une autre demande en application de mesure après la première fermeture. Et cette variable de durée inclurait également cette durée d'intervention. Nous constatons des différences minimes concernant l'instabilité de placement et la présence d'un signalement après l'intervention en application de mesure. Et on a aussi deux indices de défavorisation. Il s'agit des indices qui ont été développés par le INSPQ, donc la composante matérielle et dérivée des données de recensement qui portent sur le revenu, l'éducation et l'emploi. Et l'indice de défavorisation sociale qui porte sur la proportion, qui découle de la proportion des personnes vivant seules, l'état civil et la monoparentalité. Les enfants noirs, d'après ce qu'on voit sur l'indice de défavorisation matérielle, c'est que les enfants noirs
et blancs sont confrontés à une défavorisation matérielle assez similaire et plus importante que les autres enfants. Et lorsqu'on regarde pour la défavorisation sociale, les enfants noirs sont confrontés à une défavorisation sociale plus importante que les autres catégories. OK? Nos résultats. Donc, en comparant les proportions d'enfants ayant commis un délit dans le cadre de la LSJPA, nous pouvons déjà constater qu'elle est plus élevée pour les enfants noirs, à 15,1% versus 11,9% pour les enfants blancs et 9,9% pour les autres enfants. Nous avons effectué une Kaplan-Meier, une analyse de survie, puis qu'on peut constater que le hazard ratio, donc c'est un rapport de risque, est plus distinct pour les enfants noirs, puis qu'après 500 jours d'observation, nous constatons que le risque commence à augmenter pour les enfants noirs, alors qu'il est assez similaire pour les enfants blancs et autres, et que ça commence à se distinguer pour eux seulement à partir de 1500 jours d'observation. Nous avons aussi une régression Cox qui a été utilisée pour déterminer les facteurs en lien avec une occurrence LSJPA. Les variables ont été saisies en 4 blocs, puis le modèle s'est amélioré avec l'ajout de chacun des blocs. Puis je vais vous présenter les résultats du bloc final. La flèche qui pointe vers le bas indique une diminution du risque d'occurrence LSJPA. Nous voyons que les ados sont moins probables d'avoir une occurrence LSJPA après un suivi en protection. Le fait d'avoir un suivi pour le motif de troubles de comportement diminue le risque d'occurrence LSJPA. Même chose pour le placement en centre de réadaptation. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 variables étaient significatives, bien qu'elles soient contrôlées les uns par rapport à l'autre dans notre modèle statistique. Et dernièrement, on voit que plus la durée des services reçus en application de mesure est longue, moins l'enfant a de chances d'avoir une occurrence LSJPA. Ici, on a les variables qui augmentent le risque d'une occurrence LSJPA. Puis on voit qu'une défavorisation sociale, le nombre de signalements post-application de mesure et le fait d'être anglophone, ceci même après avoir contrôlé l'établissement, augmente le risque de l'occurrence LSJPA. Et finalement, le variable du jour, le race. Nous constatons que les enfants noirs ont 65% plus de chances que les enfants blancs, les jeunes blancs, d'avoir une occurrence LSJPA. Et les autres enfants ont 3 plus de chances que les blancs. Et ce qui est important à souligner, c'est que ceci est le cas même après avoir contrôlé toutes les autres variables. Je voulais aussi vous parler un peu des données descriptives de la cohorte LSJPA. J'ai pu comparer les différences selon le type d'infraction, donc contre les biens, la personne, la drogue et la relation avec la race. Et il n'y avait rien de statistiquement significatif. Par contre, quand on compare selon le type de mesure reçue, on constate que les enfants blancs ont une plus grande proportion qui reçoit des sanctions extrajudiciaires et les enfants noirs ont une plus grande proportion qui reçoit des peines avec placement et surveillance.
De plus, lorsqu'on observe pour la présence d'une récidive, selon la LSGPA, les enfants noirs ont une plus grande proportion qui récidive après une première intervention LSGPA. Je pense que tout ça, c'est déjà connu. Par contre, c'est nouveau pour moi parce que la plupart de mes recherches portent sur le suivi en protection de l'enfance. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs et beaucoup de travail, en fait, qui a été fait pour documenter les trajectoires des jeunes contrevenants en sens large. Et nos données dans le cadre de ce projet démontrent qu'on va dans le même sens pour les jeunes qui ont eu un suivi en protection auparavant. Alors, en résumé, ce que ce projet nous indique, cette étude nous indique, c'est que les enfants noirs sont plus susceptibles que les autres enfants à commettre un délit sur la LSGPA après avoir bénéficié d'un suivi en protection de la jeunesse. Donc oui, il y a une présence d'une trajectoire différentielle pour ces enfants. Puis, cette trajectoire différentielle ne s'explique pas à travers les variables qu'on a pu chercher en lien avec le service en protection de jeunesse et avec autres indices de défavorisation. C'est sûr qu'on n'a pas pu prendre en considération tous les variables possibles, mais avec ce qu'on a pu voir, il n'y a rien qui explique cette trajectoire différentielle à part le fait que ces enfants sont noirs. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait d'être suivi en application de mesures pour un trouble de comportement protège contre l'occurrence LSGPA. Et nous savons qu'il s'agit d'un motif pour lequel les enfants noirs ne sont pas aussi nombreux que les enfants blancs. Nous pouvons considérer ce genre, on pourrait le considérer comme un suivi ou un service de prévention à laquelle les enfants noirs n'ont pas accès. Et oui, donc voilà. Je pense le sujet du jour, on entend vraiment beaucoup en parler du racisme systémique. Donc, c'est de ça que je parle. Selon moi, j'observe un certain profilage qui se passe pour ces enfants noirs, un profilage qui n'est pas si facile pourtant à décortiquer. On peut parler du biais par rapport au système policier qui prend en charge ces jeunes de façon disproportionnée comparé à d'autres enfants. Et on peut aussi parler des conditions socio-économiques. Je ne crois pas que c'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Moi-même, pour essayer de comprendre un peu, j'ai partagé mes réflexions avec un ancien collègue avec qui je travaille, qui est peut-être à l'écoute, donc elle va peut-être se reconnaître. Donc, elle travaille avec les jeunes contrevenants, puis elle m'a suggéré que c'est une question de l'encadrement. Souvent, pour ces communautés racisées, on a des parents qui travaillent des longues heures, qui travaillent la nuit, qui ont de nombreux enfants et ne sont pas toujours en mesure de surveiller et assurer une présence à 100%. Pour moi, ça, c'est vraiment en lien avec ce que je sais déjà par rapport à la protection de la jeunesse, puis en ce qui concerne les enfants noirs. C'est-à-dire que nous attendons que ces parents exercent leur rôle parental dans des circonstances impossibles, avec des difficultés socio-économiques qui ne sont pas comparables à ceux des familles non racisées. Un système qui ne reconnaît pas les obstacles systémiques que rencontrent ces familles en matière d'emploi, en santé, d'éducation et de vulnérabilité sociale n'abordera jamais de manière adéquate la surreprésentation, les disparités de services et les trajectoires différentielles. Par ici, ce que je tente de faire dans les prochaines diapos, c'est de vous montrer à quel point cette surreprésentation n'est pas nouveau.
Ici, on a un rapport du CREMIS qui date de 2001, qui parle de surreprésentation des jeunes noirs en cours juvénile. En 2012, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU demande l'élaboration d'un plan d'action efficace. On a d'autres études ici à Montréal et à Ontario. Et dernièrement, un communiqué du gouvernement Québec qui indique que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse n'ont pas mis en œuvre les recommandations émises en 2011. Alors oui, on peut parler du racisme systémique envers les Noirs et autre chose aussi, hein? Donc, voilà.